Rentrons maintenant dans le vif du sujet avec la session 1. Ressources en eau, quelle méthode d'évaluation des disponibilités et des prélèvements pour aujourd'hui et demain? Vous avez compris qu'on va traiter le sujet de l'anticipation et de la bonne gestion et de la planification tout au long de la journée, avec une première session sous l'angle des ressources, une deuxième session sous l'angle plutôt des usages agricoles, mais tout ça évidemment se parle. On commence avec Eric Soquet, qui est directeur de recherche en hydrologie à INRAE. Il va nous présenter l'approche et les premiers résultats d'un projet en cours, Explore 2, sur les futurs possibles. Quel futur pour la disponibilité en eau? Bonjour à tous. Donc, je vais vous faire donc cette petite exposé. Alors, j'essaye de bien gérer, d'apprivoiser la bête. C'est vraiment des résultats préliminaires, c'est-à-dire n'attendez pas beaucoup de chiffres. Je vais être très avare en résultats. Nous sommes dans la phase d'analyse des résultats et je suis très prudent quant à donner un chiffre même provisoire parce que très vite, il peut y avoir du rétropédalage qui peut être très complexe. Donc, des éléments un petit peu de présentation du projet en tant que tel. Donc l'objectif, c'est d'actualiser les connaissances sur l'impact du changement climatique sur l'hydrologie et de faciliter également le transfert vers les acteurs de l'eau, tous les acteurs de l'eau. Vous avez sur la droite le schéma classique d'une étude d'impact où on a le climat en entrée qui est positionné en haut de la page et à l'aval, on va dire, toutes les variables clés en hydrologie qui nous permettent d'asseoir une gestion de l'eau qui est durable. Donc, en l'occurrence, les débits et les niveaux piézométriques dans le cas de cette étude, mais il y aura également d'autres variables. Mais principalement, ce sont les variables clés. Donc, c'est une approche emboîtée qui repose sur un ensemble de modélisations, chacune agissant à une certaine échelle. Les modèles climatiques, il faut se rappeler, c'est des modèles qui fonctionnent sur des mailles 100 par 100 km. Et nous, quand on va vouloir avoir une vision de l'hydrologie, c'est une vision à une échelle beaucoup plus réduite de petits bassins. On va jusqu'à une centaine de kilomètres carrés. En tout cas, c'est notre ambition. Donc vraiment des échelles et des modèles qui sont différents, avec chacun, évidemment, des incertitudes. C'est des représentations simplifiées des systèmes qui sont très très complexes, donc on ne peut pas se passer d'incertitude d'une certaine manière parce qu'on a ces simplifications qui sont à tous les niveaux. Donc on développe une approche qui est multiscénario, multimodèle. Donc la meilleure manière de représenter les futurs possibles, c'est de tester différents modèles parce qu'ils ont chacun une sensibilité propre, les uns au scénario d'émissions de gaz à effet de serre, les autres au climat quand on va au niveau de l'hydrologie. Et Eric, qui dit Explore 2, dit Explore 1, c'est la mise à jour d'une étude préalable? Voilà, alors je n'ai pas voulu faire le rétropédalage, mais aussi en termes d'historique, on est dans la continuité d'un premier projet qui était Explore 2070, qui date de 10 ans. Donc il a fallu 10 ans pour attendre un nouvel exercice à l'échelle nationale. Il y a eu des études à des échelles régionales, mais ici c'est la première nouvelle grosse étude sur le climat et l'hydrologie. Donc on a des ambitions qui sont différentes du précédent projet puisqu'on va avoir une vision de l'ensemble de l'hydrologie du climat sur le 21e siècle. Donc c'est cette ambition. Alors, un point clé quand même, je vous ai présenté juste avant un schéma complet, vous voyez que j'ai fait disparaître une case. On est ici dans l'appréciation de la ressource naturelle, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans l'intégration des usages. On pourra en discuter pourquoi, mais en tout cas, c'est d'abord cette disponibilité en eau qui nous intéressait. Alors, un point clé par rapport à Explore 2070, donc le précédent, c'est qu'on s'était rendu compte qu'il y avait vraiment un besoin d'accompagnement des acteurs. Le changement climatique, c'est compliqué, même si on baigne dedans, mais sa prise en main est assez complexe. Donc, on a un volet scientifique d'une part et un volet accompagnement qui dialogue pour essayer justement de faire ressortir l'information utile. Donc, pour cela, on a des comités des utilisateurs. Alors, dans la salle, il y a 3 personnes au moins que j'ai rencontrées qui sont impliquées dans ces comités des utilisateurs, que l'on sollicite sur un certain nombre d'actions pour justement faire ce transfert d'informations et qu'on évite trop de jargon. Explore 2070 a loupé ce coche et donc beaucoup de choses sont restées un petit peu nébuleuses d'une part et pas forcément accessibles. Ici, on va jusqu'à la mise à disposition des données avec l'accompagnement.
Nota bene, il y a également un autre projet qui est en cours qui s'appelle Life et Climat, qui a également un petit peu cet objectif. Donc ces deux projets vont contribuer globalement à accompagner vers l'utilisation des données. Alors en termes de résultats quand même, il y a des éléments un petit peu méthodologiques. On travaille sur les résultats de CMIP5. Alors, beaucoup d'entre vous ont parlé de CMIP6, donc le dernier rapport qui est sorti en 2022. On parle du rapport du GIEC. On parle du rapport du GIEC, merci. Et donc on travaille sur cette ancienne génération parce qu'il y a un certain nombre de données régionalisées, donc à petite échelle, qui sont disponibles et qui ne sont pas encore dans CMIP6. Donc, petite digression sur cet aspect-là. On utilise des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre qui sont plus ou moins émetteurs. Là, RCP 2.6 qui est le moins émetteur jusqu'au plus émetteur 8.5. Et donc, on va produire dans le cadre du projet une vision des principales variables climatiques, précipitation, température par exemple, sur une grille 8 par 8 km qui couvre l'intégralité de la France. Vous aurez des chroniques à disposition de précipitations et températures sur chacun de ces points et sur lesquels vous pourriez travailler. Donc, qu'est-ce qu'on a fait dans le cadre du projet? On a réfléchi sur quel modèle on utilise. On a également réfléchi sur des méthodes de correction parce qu'on est obligé d'intégrer des méthodes de correction dans la dernière phase de construction des projections régionalisées. Et on a déjà produit un premier rapport qui est disponible sur le site du projet. Voilà ici un petit peu cette vision. Alors donc quelques résultats. Vous avez représenté sur ces trois graphiques successivement les changements sur la variable température et précipitation. Précipitation c'est sur l'axe des abscisses et température c'est l'axe des ordonnées. Sous RCP 8.5 en fin de siècle et agrégé à l'échelle de la France. Donc ce que l'on peut voir, alors je ne sais pas si je vais avoir, oui, c'est ici à l'échelle de l'année. Vous avez en gros des changements de précipitation qui s'échelonnent en moyenne entre moins 10% et plus 10% à l'échelle de la France. Et en termes de température, de l'ordre de plus 3 degrés jusqu'à plus 5,5 degrés. Ça, c'est le constat à l'échelle de l'année. Et évidemment, quand vous regardez les saisons, vous avez des contrastes qui émergent, avec notamment pendant la période hivernale, quand vous regardez les changements de précipitation, une tendance plutôt à avoir plus de précipitations pendant la période hivernale, je répète, agrégé à l'échelle de la France. Et quand on va plutôt en été, une diminution dans les précipitations pendant la période estivale. Et puis les températures, des contrastes, des changements beaucoup plus profonds en termes de température pendant l'été que pendant l'hiver. Donc ça, c'est nos données qu'on a déjà ici un peu traitées. On est évidemment dans la phase d'analyse d'indicateurs climatiques plus précis en dehors de ces moyennes à l'échelle nationale. Et on est dans la rédaction d'un second rapport qui sera bientôt diffusé sur les changements qu'on a pu simuler. En termes d'hydrologie, on est à l'aval de donc, la production du climat. Tous ces forçages climatiques vont alimenter nos modèles hydrologiques. On a 9 modèles hydrologiques qui sont mobilisés, pour certains à l'échelle de la France, pour d'autres à des échelles régionales. On a également un modèle, la plateforme AQFR, qui est là pour nous donner une vision des niveaux piézométriques. Et puis, on a également une estimation de la recherche potentielle à l'échelle de la France. Je précise bien, je reviens sur ce qui est écrit en deuxième ligne, on est dans une hydrologie de référence sur laquelle on peut bâtir des scénarios de prospective. Donc actuellement, on a évalué les modèles, on a produit un certain nombre de données, on est dans le cours d'analyse. On a également un certain nombre d'informations qui sont disponibles sur le site. Notamment cette information qui est un peu capitale, c'est les domaines modélisés. Sur la gauche, vous avez le découpage de la France sur lequel vous allez avoir toutes les entités renseignées en termes de recharge. Au milieu, le domaine modélisé par le souterrain qui est en bleu clair, avec quelques points supplémentaires qui sont représentés ici, sur lequel il y a à la fois l'information piézométrique observée et puis la modélisation. Et puis sur la droite, l'ensemble des points de simulation d'hydrologie de surface. On ne va produire pour l'hydrologie de surface que des informations sur des bassins qui ont plus de 64 km² du fait juste de la résolution spatiale des données climatiques. Donc 4000 points sur lesquels vous aurez cette connaissance de l'hydrologie du futur. Alors, quelques éléments de résultats. Je ne donne pas ici donc, de chiffres sur le changement en tant que tel, mais sur le signe. C'est-à-dire qu'on fait plein de modélisations sur les 4000 points. Alors ici, vous en avez 600 qui sont représentés.
et on regarde simplement quel est le signe de la tendance. On fait une analyse ici d'une variable qui est représentative des étiages, et on voit si globalement tous les modèles sont cohérents et nous donnent une vision partagée et consensuelle d'une certaine manière du changement en termes d'étiage. Alors ce que vous avez représenté ici, c'est le résultat de cette analyse. C'est-à-dire que par exemple, enfin pas par exemple, ce que vous avez représenté là, c'est à la fois le signe de la tendance. Quand c'est marron, c'est négatif, ça veut dire que vous avez une diminution. Quand c'est en vert, c'est que vous avez à l'inverse une tendance à l'augmentation quand vous regardez les simulations. Et plus l'intensité est forte, plus vous avez une convergence de l'ensemble des modèles. Donc ça, c'est sous RCP 8.5 le plus émetteur. Ce que l'on voit, c'est globalement que le signal est plutôt à la baisse sur l'intégralité du territoire. Ce que l'on perçoit quand même, il y a des petites disparités, notamment autour du bassin parisien. Alors pourquoi ? C'est un comportement très particulier du bassin parisien, puisqu'il y a un comportement une alimentation forte par les nappes. Et de ce fait-là, il y a une sorte de compensation entre des étés plus secs et puis un hiver a priori plus pluvieux et une contribution à la recharge qui va bénéficier in fine aux étiages estivaux. Voilà les résultats à l'échelle globale. Alors, au-delà, là je ne vous ai pas parlé d'incertitude, là je vais essayer un petit peu d'introduire ces éléments-là. On a eu beaucoup de réflexions au sein du projet pour savoir comment communiquer les incertitudes. Alors aujourd'hui, on s'est dit, au lieu de donner à voir des distributions statistiques qui n'ont pas forcément un sens, c'est simplement d'essayer d'identifier 4 trajectoires climatiques qui sont possibles sur le territoire, suffisamment contrastées. Alors ici, pour ceux qui se rappellent du précédent, des diagrammes que j'ai présentés tout à l'heure, on a choisi des 4 trajectoires qui sont un petit peu aux antipodes les unes des autres. Ici, vous voyez ces 4 trajectoires qui sont représentées par des points de couleur. Ceux qui sont plus secs que les autres, plus humides que les autres. Donc on essaye de paver l'ensemble, avec aussi une contrainte, d'une certaine manière, c'est d'être cohérent avec le prochain exercice CMIP6, ce qu'on sait déjà, pour essayer d'avoir une sorte de continuité entre les 2 exercices. Et ça montre bien qu'il y a une incertitude forte, du coup, sur les précipitations. Ça montre que... C'est une illustration par ces choix de scénarios contrastés, les incertitudes fortes sur ces précipitations. Exactement, c'est-à-dire que autant on est tous d'accord d'une certaine manière que ça va chauffer plus, autant les précipitations, c'est encore aujourd'hui un grand facteur d'incertitude. Alors voilà un petit peu sur le narratif chaud et sec, donc celui qu'on a pris vraiment qui était un petit peu a priori très contraignant hydrologiquement. Par narratif, vous entendez les 4 scénarios choisis. Exactement, les 4 scénarios choisis. Donc vous avez sur la gauche la vision de la température et des changements de température. Donc vous voyez qu'on a quand même des contrastes à l'échelle de la France. Et puis ici, vous avez les écarts relatifs entre aujourd'hui et la fin de siècle sur des variables d'étiage et des variables de débit. Donc de la même façon que j'ai présenté tout à l'heure, là, ici, c'est le changement annoncé sur l'ensemble du territoire. Donc on a une zone marron, donc signe d'un changement qui est conséquent et en termes de ressources. On peut regarder ce qui se passe en termes de recharge potentielle. Donc ici, pareil, vous avez représenté à l'échelle annuelle et à l'échelle de l'hiver, puisque c'est ça qui est un petit peu contraignant d'une certaine manière sur les processus de recharge, avec des couleurs marron qui vous indiquent une tendance à la baisse de la recharge. Et in fine, ce que l'on observe, ce que l'on simule, en termes de piézométrie, ici, à différentes échéances, 2021, 2041, 2071, sur le domaine de modélisation de AQFR. Donc là, on est on va dire, dans le rouge partout. Et puis, on peut prendre un autre scénario qui est chaud et humide, parce qu'il y en a, on l'a identifié dans nos simulations. Alors là, vous avez des choses qui sont un petit peu différentes. Certes, on reste dans le rouge pour la température, pas de surprise. En termes de débit annuel, voilà les changements que l'on peut simuler avec cette projection. Un nord de la France qui va bénéficier des apports pluvieux plus importants. Et puis des étiages qui, malgré tout, le caractère humide, les effets de compensation font que finalement, les étiages, c'est toujours un petit peu dans le rouge. On précise que là, il n'y a pas d'analyse de la variabilité intra-annuelle. On n'a pas du tout, c'est juste des tendances, des macro éléments à l'échelle annuelle.
C'est-à-dire que vous avez évidemment la tendance de fond qui est donnée par le changement climatique, où là-dessus va se greffer des variabilités du climat qui vont exister toujours, et une nécessité d'une résilience à des événements extrêmes qui peuvent apparaître beaucoup plus conséquents que la moyenne que je vous montre là. Et en termes ici, ce même narratif, en termes de recharge, vous voyez que c'est entre guillemets plus satisfaisant en termes de recharge, avec une recharge hivernale ici sur la partie nord du territoire. La partie sud, elle, reste toujours dans le marron, donc une recharge plus faible qu'aujourd'hui. Et puis ici, vous avez la piézométrie, elle, qui nous annonce les modèles de niveau NAP nous annoncent une augmentation des niveaux piézométriques sur l'ensemble de la période simulée. Donc, vraiment pour vous illustrer qu'il y a une forte incertitude, il y a une dispersion, et donc, notamment quand on fait des études, prendre un modèle, une projection, c'est certainement pas voir l'ensemble des futurs possibles qui sont modélisés actuellement. Alors, un élément, c'est la dernière diapo, pour vous dire qu'on a un portail sur lequel vous allez retrouver toutes les informations, les données brutes, un certain nombre d'indicateurs hydroclimatiques qui vont être disponibles. Alors, il y a DRIAS Climat pour le climat, il y a DRIAS Eau pour l'eau. Et ce portail, donc, il va être enrichi au fur et à mesure de la finalisation des productions du projet. Donc, aujourd'hui, il est incomplet. On peut aller l'explorer, mais en gros, il n'est pas finalisé. Donc, soyez très, très prudents par rapport à l'interprétation. Justement, quand est-ce qu'on pourra avoir une estimation des résultats finaux en termes de temps? Alors, en termes de timing, le projet, il va finir normalement au mois d'août 2024, donc c'est bientôt. On a comme jalon un séminaire final qui aura lieu au mois de mai-juin 2024. Donc, on va dire que 90% de notre production Explore 2 sera présente avec les documents d'accompagnement. Évidemment, j'imagine qu'à la fin du projet, on aura toujours des sollicitations ou des remarques de l'ensemble des acteurs qui vont nous nécessiter de nous adapter et d'ajouter des révisions des résultats. Ouais. Voilà, on est là. Notre objectif, c'est pas un projet de recherche, même si c'est porté par. Alors j'ai oublié de le préciser. Il y a quasiment que des partenaires scientifiques. Mais c'est bien au service des acteurs des territoires pour nourrir des travaux de planification. C'est l'objet de la journée. Donc on va dire deuxième semestre 2024 pour avoir des résultats complets sans trop s'avancer sur une date précise. Alors, inutile de m'envoyer des mails pour en avoir des résultats avant les autres. Je sais qu'il y en a qui peuvent brûler d'impatience, non pas que je sois... Mais voilà, on sait très bien qu'on est attendu, et parce qu'il y a des... On a parlé de temporalité d'études. Il y a des études qui sont en cours et qui en ont besoin. Et avec d'autres éléments de valorisation, on le voit au travers d'un MOOC, par exemple, à proposer ultérieurement. Je propose qu'on passe directement à une question de la salle, parce que j'imagine qu'elle brûle les lèvres de certains. Sinon, vous le savez, je désigne d'office quelqu'un qui croise mon regard, donc j'imagine qu'il y a... Voilà, super. Ah, attends, j'arrive avec le micro. Ouais, le temps que... Hop. Philippe Lecoin du BRGM. J'ai juste une petite question de clarification. Les deux scénarios, chaud et humide, chaud et sec, c'était du RCP 8.5 dans les deux cas? Juste Oui, on est dans du 8.5, donc vraiment le plus émetteur, parce que c'est là où on voit les plus grands contrastes, d'une certaine manière. Parfait. Une autre question, monsieur? Juste là. Et puis après, on pourra peut-être prendre une question rapide des gens en visio. Non, il n'y a pas de question. Oui, je l'ai vu sur la dernière dia évoquer le problème de la neige. Comment va évoluer cet équilibre entre neige et pluie? On va pas, entre guillemets, le simple fait de réchauffement va modifier la constitution et la fonte du manteau neigeux. Alors, j'avais regardé sur certains cours d'eau qui sont notamment intermédiaires en moyenne montagne. Dans les scénarios les plus émetteurs de gaz à effet de serre, on a la disparition complète du signal de fonte. Voilà. Et les bilans, du coup, l'incidence sur l'hydrologie, ça risque de modifier des fleuves comme le Rhône d'une manière importante, j'imagine? Oui, alors le secteur de montagne, de fait même de cette dépendance
à la neige, ça va être des profonds changements, que ce soit écosystémiques ou en termes de gestion. Et évidemment, tous les cours d'eau qui sont à l'aval ou alimentés par ces rivières de montagne vont être impactés avec des saisonnalités modifiées. Oui, ce qu'on dit souvent que le Rhône, pour l'instant, n'a pas trop de stress, mais ce que j'entends, c'est qu'on va attendre les résultats définitifs avec précision pour pouvoir mieux qualifier l'impact sur notamment ce fleuve qui concentre pas mal d'attention ici dans le sud de la France, forcément. Merci beaucoup, Éric. Je peux juste dire une petite chose, c'est que alors on est également dans le feu, pas de l'actualité politique, mais dans le sens, il y a la traque, pour certains peut-être qui ça veut évoquer quelque chose, la trajectoire d'adaptation au changement climatique. Donc on va être obligé, d'une certaine manière, de montrer nos résultats par niveau de réchauffement, puisque l'adaptation, une trajectoire a été définie avec une adaptation de la France à plus 4 degrés en fin de siècle. À la demande du ministère de l'Écologie. Exactement, donc on y travaille pour montrer les résultats. Qu'est-ce que pourrait être l'hydrologie avec plus 4 degrés ? Quand on dit plus 4 degrés en termes de température, ça ne veut pas dire qu'on a en face une précipitation qui est connue. On aura forcément toujours une dispersion en termes de précipitation. Mais voilà, on s'adapte, nous, en termes scientifiques, à des sollicitations politiques. Et on ne résout pas le problème d'incertitude en fixant cette trajectoire. Je crois que c'était le point à souligner. Merci beaucoup, Éric. On peut l'applaudir pour cette présentation très claire.